Bonsoir et bon midi à chacun de vous. Merci d'être chaque jour de plus en plus nombreux à regarder cette émission. Vous êtes sur la chaîne 22 et vous regardez l'invité du midi, mesdames, messieurs. Aujourd'hui, on va parler de philosophie, on va parler de politique, on va parler de peuple et de démocratie. Quel temps vivons-nous? Quel temps vivons-nous? Si c'était au poète René Despès de répondre, il dirait que nous vivons un temps de loup atteint de rage. Nous vivons un temps mal défendu contre la strangulation. Mais non, ce n'est pas au poète de répondre, mais plutôt au philosophe. En effet, quel temps vivons-nous est une conversation entre l'écrivain, l'éditeur Éric Hazan et le philosophe Jacques Rancière. C'est une conversation très sérieuse où l'on parle de peuple, de démocratie, de représentation, de révolution esthétique ou politique, des insurrections d'hier et des occupations d'aujourd'hui. Mais on parle du temps dans lequel où il y a du sens à parler de tout cela. Un temps auquel l'histoire n'a fait aucune promesse, ni le passé n'a légué aucune leçon. Seulement des moments à prolonger aussi longtemps et aussi loin qu'on le peut. En politique, quoi qu'en disent les gens graves, il n'y a que des présents. C'est à chaque instant que se renouvellent les liens de la servitude inégalitaire ou que s'inventent les chemins de l'émancipation. En quel temps vivons-nous? C'est au tour du philosophe Ralph Jean-Baptiste de répondre. Bonsoir Ralph et bienvenue à l'invité du midi. Bonsoir Samy, c'est un plaisir pour moi d'être reçu sur ce plateau. D'accord Ralph, quel temps vivons-nous? On y est directement. Hein. À mon avis, c'est une question qui peut tenir lieu de provocation, dans la mesure où ce que nous vivons quotidiennement est tellement visible à nos yeux, est tellement présenté sous une forme qui ne semble pas en appeler à des interrogations, que aborder la question autrement, à mon sens, ce serait s'inscrire dans une logique de provocation ou de paresse plate intellectuellement. Sinon que, si on veut aller plus loin, Samy, au-delà de ce que nous vivons, au-delà donc du fait que le temps que nous vivons est un temps de crise, un temps d'inquiétude, c'est un temps de loup, comme tu le disais tout à l'heure, admirablement, en reprenant le poète. Sinon donc que le temps que nous vivons, c'est un temps que nous avons toujours plus ou moins vécu et qui prend simplement une forme plus ou moins nouvelle, qui subit des variations. Le temps que nous vivons, c'est un temps où nous constatons que se mettent de plus en plus en place les rapaces qui captent, qui font prédation sur ce que nous pouvons appeler un appareil d'État qui est censé être là pour produire du sens, pour créer du bonheur dans la vie des citoyens, dans la vie de la population, et qui est donc toujours à chaque fois, et notamment ces derniers temps, et orienté dans une dynamique antipopulaire, dans une dynamique anti-peuple, anti-bonheur pour chacun et pour tous. C'est donc un temps où nous constatons plus précisément qu'il y a une classe politique au niveau de l'État que l'on peut identifier à la fois du côté de l'opposition en tant qu'acteur que du côté du pouvoir en place, qui s'arrange pour prendre l'État en otage contre les intérêts en principe que l'État devait avoir, qui serait notamment de protéger le peuple, de lui donner beaucoup de bonheur, pour s'intéresser à leur propre bien-être, à cet égard, à accumuler, pour parler un peu comme Atmos Rosa, évidemment. Un poète comme Despès serait on ne peut plus actuel, surtout à partir de son poème « Nous vivons un temps de loup atteint de rage ». Évidemment, évidemment. Je pense que dans ces cas bien précis, les poètes ont quelque chose à dire, ne serait-ce que par la métaphore, qui traduit d'une manière ou d'une autre, sous un autre ordre, sous un autre angle, pardon, ce que nous vivons, forcément. D'accord. Aujourd'hui, nous allons parler du temps dans lequel on vit, ce qui nous amène pratiquement à cette conversation dont j'ai mentionné dans l'intro de l'émission entre Jacques Rancière et Éric Hazan, qui est un écrivain, un éditeur français, où il parlait justement du problème que pose la démocratie représentative d'une manière générale. Serait-on en train de vivre, à l'instar de la France dans une période donnée, une sorte de crise de la démocratie représentative en tant que telle?
Je pense que plus globalement, ce que nous vivons, ce serait une crise des représentations au niveau de l'imaginaire de ce que nous sommes. Nous sommes quand même, malgré tout, Samy, malgré quelques tentatives qui essayent d'aller à contre-courant de cela, un pays qui est plongé main et poing liés dans la colonialité. La colonialité politique, la colonialité au niveau du savoir, la colonialité telle qu'elle s'exprime dans le champ des sciences sociales haïtiennes, la colonialité dans l'imaginaire, dans le regard, dans le rapport à l'autre. Et cela explique le fait que nous avons toujours du mal, parce que nous refusons d'anthropologiser, nous refusons de comprendre à partir de nos propres mécanismes ce que nous sommes. Cela nous conduit à des considérations, la plupart du temps, très arbitraires, très laconiques, et qui ne nous permettent pas de nous regarder en profondeur, de regarder en termes plus concrets la question haïtienne, si je peux dire. C'est exactement cela, la crise de la représentation, qui met en avant les médias, et notamment les médias sociaux, et qui détourne le regard et vers les débats profonds, les débats sérieux, où les vrais problèmes sont posés. Évidemment, moi je n'ai jamais cessé de le dire, à qui voulait l'entendre, à des amis notamment, que, à mon sens, ce que nous vivons demande un peu de recul pour que, par exemple, pour commencer, on évite d'utiliser les concepts que l'on entend à tort et à travers pour rendre compte d'Haïti. Par exemple, aujourd'hui, le paradigme de la question du système dans le champ des sciences sociales haïtiennes mérite d'être questionné. Je pense précisément à des chercheurs comme Edlin Dorismont, en ce sens, qui fait un travail très pertinent de questionnement, de re-questionnement de ces questions-là. Je pense que les médias, la société civile en général, les écoles, toutes les institutions qui composent cette société sont plongées la plupart du temps dans des représentations qui ne permettent pas, qui n'offrent pas l'avantage de saisir, comme je le disais, ce pays et de voir quel projet de société enfin construire à partir d'un nous que nous estimons être réellement nous-mêmes, en tout cas d'un nous qui nous concernerait en propre. Nous réfléchissons, nous pensons dans une boîte. Évidemment. Dans une boîte fermée. Évidemment. Prenons l'exemple de la démocratie. Tu parlais justement de Rancière. Rancière, c'est un penseur de la démocratie, dans le sens, j'ai envie de dire, anarchiste du terme, dans la mesure où Rancière, c'est quelqu'un qui s'intéresse à la multitude, au sens de Negri, et Michael Hart. À la mort et qui s'intéresse donc... À la mort du président, par évidemment, exemple. Et qui s'intéresse donc au processus qui permettent qu'à chaque fois, le pouvoir puisse être déplacé du centre où on croyait qu'il devait éternellement se situer pour se diriger vers la multitude, pour se diriger donc vers ce qu'il appelle la part des sans-parts, les incomptés, si on peut dire, les laissés pour compte. Dans le cas qui nous concerne en Haïti, je pense qu'il faut être très prudent, il faut se méfier, il faut être critique par rapport à ce concept de démocratie. On a beaucoup parlé du fait que nous avons du mal à faire la transition pour passer de quelque chose de la dictature, était jusqu'à présent assez nuisible pour nous, vers quelque chose d'autre qui serait un enchantement, vers donc la mise en place réelle et effective de la démocratie. Je pense qu'il nous faut, pour toi notamment Samy qui a fait des études en anthroposociologie, il nous faut réfléchir sur les raisons qui peuvent pousser nos dirigeants à vouloir qu'on entre en démocratie. Nous pourrions toujours questionner cela. Nous pourrons toujours vouloir d'un régime politique, d'une forme de gouvernabilité politique en Haïti qui ne soit pas directement démocratique, sans être non plus dictatoriale, une forme de... On serait là à côté du monde, non? Évidemment, une forme de gouvernabilité qui nous concerne en propre. Cela nous mettrait carrément à côté du monde. Nous vivons dans un monde où la démocratie devient pratiquement un mode d'organisation de fête et où tout le monde, peu ou prou, s'arrange. La démocratie... Ça dépend, Samy. Elle peut être un vain mot, cette idée de démocratie, dans la mesure où, au nom de cette soi-disant démocratie, on s'en va faire la guerre en Irak. Au nom de la démocratie, on accélère le processus qui consiste à mobiliser les gens, les êtres humains, les citoyens comme des forces productives et leur mettre dans une situation où ils sont
en constant manque de temps, comme le montre, et je ne cesserai jamais de le répéter, Atmut Rosa dans son livre Accélération. Donc, ce n'est pas que nous serions à ce moment-là antidémocratiques. Il faudrait de préférence penser au fait que dans l'histoire de ce pays, d'ailleurs, il y a eu des tentatives de construire des modèles de gouvernement, des modèles de gouvernance, pardon, qui ne sont pas toujours en accord direct avec ce qui est dicté depuis l'Occident. Donc on pourrait, comme le font certains pays arabes, on pourrait penser à des formes de gouvernabilité qui soient plus en connexion avec nos aspirations, avec ce que nous sommes, sans tomber dans la démagogie, dans la débandade, et qui parleraient plus à chacun de nous comme Haïtiens. Il faut changer le système, c'est pratiquement un leitmotiv sur les lèvres de tous les acteurs politiques. Le président en a fait même une chanson. Il est contre le système pendant qu'il est en même temps accusé d'être gardien du système. Il dénonce les oligarques. Est-ce que, là encore, on va mobiliser Rancière, est-ce que nous ne sommes pas en train d'assister, Ralph Jean-Baptiste, à un système qui est en train de produire son propre discours d'antisystème? Je pense que c'est un piège. Les gens qui parlent énormément ces derniers temps de cette affaire de système sont tombés dans le panneau dans la mesure où ils ne se demandent même pas pour commencer d'où vient cette idée de système auquel il faut mettre un terme, Samy. C'est une idée que l'on peut identifier très clairement dans le champ précis des sciences sociales haïtiennes, à un moment donné, notamment chez des auteurs comme Michel Hector, et même dans une certaine mesure chez Maniga, quand bien même laissé François Maniga a suffisamment évolué par rapport à cette idée, dans la mesure où Maniga propose que l'on analyse Haïti dans sa crise haïtienne contemporaine, en s'intéressant à ce que pense Gramsci du concept de crise et ce que pense Édouard Francis d'Haïti en tant que pays produisant une économie régressive. Je suis très prudent par rapport à cette idée de système, dans la mesure où je pense que nous vivons un temps que nous avons toujours vécu avec des nuances simplement symboliques par moments très importantes. Je pense que 1804, le 1er janvier 1804, est une grande parenthèse symbolique seulement, mais très courte dans l'histoire de ce pays. Je pense que 1801, la constitution de Toussaint Louverture, et donc Toussaint Louverture et son cabinet, s'inscrivent dans le prolongement, même si vous avez de nouveaux visages, de quelque chose qui perdure, qui a toujours existé dans ce pays, et qui nous identifie dans une dynamique d'économie capitalistique, dans une dynamique de mondialisation qui a commencé depuis l'esclavage. En tant que nous sommes des Noirs, déjà, en tant que nous n'avons inventé ni la poudre, comme disait le poète, ni l'électricité, et Césaire, en tant que nous sommes les dominés, voyez-vous, en tant que nous, comme le montre Badiou, contrairement aux Blancs, dont il faut se méfier, ces habitants du rivage, nous n'avons pas été des êtres qui ont cru que ce qui pouvait faire valeur pour un être humain, c'était d'aller chasser sur le territoire de l'autre, c'était d'aller faire la conquête. Je pense donc que cette affaire de système, elle est trop réductrice pour comprendre ce que nous vivons. Donc, en d'autres termes, je m'intéresse de préférence à la colonialité dans la mesure où elle n'a jamais eu de cesse de s'exprimer dans l'histoire d'Haïti, pendant plus de 200 ans. Qu'entendez-vous rapidement par colonialité dans le cas d'Haïti? Dans le cas qui nous concerne, la colonialité renvoie à un type de comportement, renvoie à des réflexes, renvoie à ce que Bourdieu appellerait des habitus qui permettent de faire société en Haïti. Et que l'on voit à l'œuvre dans les rapports qui existent entre les classes sociales. Donc il y a une façon coloniale de faire société en Haïti. Il suffit de penser, Samy, au fait que en 1806, nous avons voulu avoir à l'ouest et dans le sud d'une république. Et au nord, nous avons créé une royauté, nous avons eu un royaume. D'où viennent ces idées? À quel moment nous nous sommes dit que quand bien même vous avez des intellectuels comme le baron de Vasté ou le baron de Dupuis au nord, à quel moment nous nous sommes dit que peut-être nous pourrions créer un État, nous pourrions créer une société qui ont totalement avec ces pratiques, ces manières de penser
que nous ne devons pas prendre comme pour des universaux, en fait. Donc, la colonialité, pour moi, c'est tout cela. C'est donc une critique, c'est pour aller à contre-courant de la colonialité qui, pour moi, offre l'avantage d'offrir des lunettes pour mieux regarder la question haïtienne et donc de passer outre de cette affaire de système qu'il faut critiquer, à mon sens. C'est en allant à contre-courant de cela que l'on peut, évidemment, avec une grande clarté, comprendre Haïti. Si je comprends bien, Ralph Jean-Baptiste, s'il est vrai que la révolution haïtienne est venue avec le concept moderne de liberté, nous avons inventé ce concept, mais nous n'avons pas pu inventer le mode de gouvernement, le mode d'organisation sociale et politique qui accompagne les idéaux de liberté qui ont été à la base de la révolution haïtienne. Évidemment, encore faut-il se demander de quelle liberté il s'agit. Ça me fait très rapidement penser à un article de professeur Vertus Saint-Louis dans les actes d'un colloque qui a eu lieu il y a maintenant une dizaine d'années et qui vient d'être publié chez les presses de l'Université d'État d'Haïti, si je ne me trompe, où il questionne cette idée de liberté, dans le sens qu'il nous montre que cette idée de liberté que les Grecs ont inventée a été paradoxalement associée à l'idée de l'esclavage. Et maintenant qu'on parle depuis quelque temps de droits de l'homme, il faut voir la contribution d'Haïti à faire avancer, dans le sens de faire avancer, en tout cas de mettre des contenus plus significatifs dans cette idée de droit de l'homme-là. Donc je pense que, pour être plus précis sur la question, que nous sommes un peuple libertaire, à proprement parler. C'est ce que nous sommes. Nous avons fait une révolution, nous ne nous sommes pas rendus compte suffisamment que la révolution est en même temps, la révolution haïtienne de 1804 est en même temps, par moment, une révolution de classe. Quelle classe a gagné au final? C'est les mulattes qui ont gagné, Samy. Là on parle de récupération, naturellement. Même pas de récupération. Les Noirs ont été suffisamment, à la fois au niveau des élites noires de l'époque, qu'au niveau des masses et paysannes, de la population, elles n'ont pas suffisamment vu ce qui allait se passer. Dans le sens que quand les gens ont compris qu'il y a eu une alliance, c'est ce qu'on nous répète tout le temps à tort et à travers dans l'historiographie et de cette période, qu'il y a eu une union des Noirs et des mulattes qui ont permis à la révolution d'être possible de se faire, de se réaliser. Évidemment, on sait très bien que ce que ces gens demandaient d'abord, sans être un anti-mulatte, moi je ne suis pas du tout dans ce discours, je m'intéresse au fait que ce sont ces gens qui ont en réalité gagné. Ils ont gagné dans la mesure où ce qu'ils ont toujours voulu, ce n'était pas l'égalité pour tous. À des moments donnés, selon les formes que prenait la lutte, ils ont dû se conformer, ils ont dû se ranger sur des positions communes. En réalité, l'idée, ce n'est pas qu'on a une liberté de fait effective, et c'est tellement vrai que les premiers gouvernements que nous avons eus dans ce pays, ce sont des gouvernements, en tout cas dans l'Ouest et dans le Sud, qui ont essayé de résoudre la question de la liberté selon la classe ou les classes auxquelles on pouvait appartenir dans ce pays. Quelle masse de gens faut-il renvoyer sur les plantations? Ce sont des questions très sérieuses qui ne sont pas très abordées dans l'historiographie haïtienne et que je pense qu'il nous faut revenir dessus. Donc la révolution haïtienne était une révolution bourgeoise? Vous savez, il y a un article dans le livre de Lucie Carmel Paul Austin, qui est un livre collectif, de Ronald Saint-Jean, qui parle de coup d'État préventif à propos de 86. J'aime bien son texte et plus globalement l'idée qu'il essaie de développer. Dans un certain sens, c'est une révolution. C'est pas dans un certain sens. Globalement, c'est une révolution, 1804, et en même temps, c'est une révolution bloquée. Si vous voulez, c'est un coup d'État préventif aussi. Non abouti. Non abouti. C'est à la limite une révolution à laquelle on n'a pas permis de réaliser son rêve de rendre tout Haïtien digne
de ce qu'il est à cause de cette soi-disant geste de 1804, évidemment. Donc l'historiographie officielle raconte que tout de suite après la Révolution, on allait être victime de ce fameux blocus international, on n'allait pas reconnaître l'indépendance d'Haïti. Donc tout ce que vous dites là, en principe, est arrivé, sinon qu'après la Révolution. Et la Révolution était arrivée avec, naturellement, ces idées fondatrices, qui est la liberté pour tous. Bien sûr, Samy. Vous savez, moi, je me dis que Haïti est un enjeu pour le monde et pour les grandes puissances, pour la SDN du temps que ça existait, la Société des Nations, pour la communauté internationale. Aujourd'hui, on parle de corps groupe, les amis d'Haïti. Je pense que nous avons toujours été un enjeu. Vous savez, il y a toujours des échos de tout ce qui se fait dans le monde en Haïti. C'est un pays qui a toujours été bloqué et Corten le montre admirablement dans Diabolisation et mal politique, qu'il y a des forces extérieures, des forces au niveau de l'international, des forces impérialistes, que l'on soit de gauche ou non, qui ont toujours tout fait pour nous empêcher de garder la tête hors de l'eau. On parle même d'une certaine théorie du complot. Dans une certaine mesure. Donc, dans ce pays, on a toujours été exposé à quelque chose de l'extérieur qui serait un blocage. Par moment, on nous permet d'exister. Nous sommes des George Floyd, mais en mieux peut-être, mais selon les moments. On nous permet par moment d'essouffler et par moment, on nous tue. Mais on nous tue lentement, on nous tue en nous donnant l'impression que, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas des acteurs locaux qui sont impliqués là-dedans, au niveau indigène, comme on dit, et notamment chez Fanon. Je m'intéresse seulement plus précisément aux stratégies qui sont tout le temps mises en place à l'extérieur pour réduire ce pays. Donc, les historiens, les chercheurs qui ont travaillé plus sérieusement sur cette question pourront en dire plus, mais je pense que globalement, quand on parle d'Haïti, aux yeux du monde, c'est de cela qu'il s'agit. D'accord. Ralph Jean-Baptiste, quel temps nous vivons là, et pour faire un peu lien avec ce que nous vivons présentement, et façon d'atterrir, parce que je sens déjà venir la critique qui dit Annex, ça va pas atterrir. Donc, et là, nous sommes, comme ça a souvent été notre cas ici en Haïti, dans une situation de blocage. Il y a un blocage, il y a un vide pratiquement constitutionnel, il y a un président qui est resté au pouvoir, entre guillemets, selon lui non, selon l'opposition oui, au-delà de son mandat. Il prévoit faire un référendum. Bon, on est en train de faire des retraits par rapport à ce projet-là, mais il y a des élections qui sont prévues. Et dans tout ce qui se fait actuellement sur l'échiquier politique, je te pose la question, Jean-Baptiste, où est le peuple? Très bien. Et on en a beaucoup parlé, toi et moi, et c'est quelque chose qui m'intéresse aujourd'hui. Où est le peuple haïtien? Je pense que le peuple en est à sa survie. Le peuple s'intéresse aux possibilités que lui offrent le monde tel qu'il est ouvert aujourd'hui, tel qu'il est un monde, un village, si tu veux, planétaire, un monde où les images circulent, comme le dit l'anthropologue très connu qui a travaillé sur cette question, pour essayer de se donner d'autres opportunités. Nous sommes dans un pays où le peuple essaie, comme tout le monde, d'émerger. Dans quel sens, ami? Le peuple en est à mille gouttes, le peuple en est à attendre que Samy Janvier soit Premier ministre AI, ministre de l'Intérieur ou je ne sais quoi, soit directeur général, pour que, dès lors, sa situation évolue. Le peuple tourne le dos, au final, même s'il est par moments manipulé, utilisé, tourne le dos à la mascarade des élites qui font prédation sur les institutions étatiques, qui devaient offrir le bonheur au peuple haïtien dans l'ensemble. C'est un peuple qui essaie de voir comment il peut chaque jour survivre en s'adonnant à son petit commerce, en ouvrant une petite boutique, en vendant du papadap. C'est un peuple sur qui est exercé aussi le pouvoir. C'est le peuple qui meurt
tous les jours dans ce pays. Ce ne sont pas les leaders de l'opposition ni du pouvoir, les hommes politiques du pouvoir qui meurent. Ils sont là pour faire des discours, pour faire des textes sur les réseaux sociaux. Quand un tel est mort et qu'on identifie comme un militant, c'est quelque chose sur lequel aujourd'hui il faudrait bien faire un débat. Ce sont des Qu'est-ce qu'un utilitaristes. militant aujourd'hui? C'est le peuple qui meurt à Village de Dieu. C'est le peuple qui meurt tous les jours dans les rues. C'est le peuple qui se fait kidnapper tous les jours. C'est le peuple qui subit l'insécurité de plein fouet, en fait. C'est ça aujourd'hui le peuple haïtien. C'est un peuple qui va être utilisé pour le référendum, qui va être appelé pour... qu'on va appeler pour aller voter des candidats qui n'ont pas de projet qui concerne même le peuple. Ça serait simplement un jeu. Aujourd'hui, le peuple est un non-lieu dans ce sens-là, précisément, à mes yeux. Aujourd'hui, pour moi, le peuple haïtien, il n'est pas là. Il est un non-lieu. Il attend que Samy devienne ministre parce que le peuple, c'est la mère de Samy ou le père de Ralph qui ont assez fait des efforts pour nous permettre d'exister dans ce Port-au-Prince où les lumières leur sont tombées dessus. Des gens qui ont sué sang et eau pour nous permettre d'aller à l'école et qui espèrent qu'un jour nous pourrons devenir nous aussi dirigeants et qui s'en foutent pas mal que le pays soit bien dirigé ou non. C'est ça, le peuple haïtien aujourd'hui. Répondant à une question d'Aude Lancelin, Jacques Rancière disait que je pense que le système représentatif est fait pour fonctionner sur l'appui d'une minorité. Il y a toujours cette confusion entre démocratie comme pouvoir de tous et système représentatif. Le système électoral fait qu'on confond les deux, mais fondamentalement, le système représentatif est dans son essence un système oligarchique. Très bien. Samy, d'une certaine manière, la démocratie, c'est donner d'une main ce que l'on reprend de l'autre. Vous savez, puisque nous parlons de philosophie, et précisément de philosophie politique, dans une tradition occidentale, bien entendu, Rousseau s'intéressait déjà aux Anglais au XVIIIe siècle qui se prenaient pour un peuple libre. Il disait que dès que les élections étaient terminées, les Anglais retournaient à leur fer. C'est un peu ça la démocratie. Nous sommes un pays où l'on nous demande aujourd'hui d'être démocratique dans nos pratiques. On fait venir des délégations d'étrangers. Moi, je suis né en 81 et à partir de 16-17 ans précisément, je commençais à m'intéresser à ce qui se dit et se fait sur ce pays. Donc, je voyais toujours des délégations arriver en Haïti, d'étrangers, de commissaires, pour résoudre des problèmes haïtiens, pour inviter les Haïtiens à s'asseoir entre eux, comme si nous n'en serions pas capables, parce que nous devons être démocratiques. En fait, en réalité, on nous laisse cuire dans ce que nous sommes. On nous laisse être nous-mêmes, on nous laisse nous entre-déchirer et on continue de nous dicter la voie, entre guillemets, démocratique. Et cette voie qu'on nous dit et que l'on peut être l'indifférence, dirait Paul Ricoeur. La voie démocratique, c'est cette voie qui fait que la communauté internationale n'intervient pas dans ce que nous vivons aujourd'hui. Un peuple qui se fait massacrer tous les jours, un pays, comme le disait Pierre Buteau, qui n'arrive plus à produire du sens. C'est de cela dont il s'agit. Donc, cette démocratie dont nous parlons, c'est comme le montre effectivement Rancière, c'est un piège à con. On le disait à un moment donné en France, élection piège à con, c'est de cela dont il s'agit. C'est-à-dire que nous vivons dans une société où tout, comme jeu, doit être construit autour de cette idée de démocratie, dont on sait qu'après tout, qu'elle n'est qu'un vain mot, parce que dans la réalité, les choses se passent autrement. OK. Donc, en réalité, Rancière est extrêmement intéressant dans la compréhension de ce que nous sommes en train de discuter ici. Mais encore... Un certain Rancière. Dans le cas qui nous concerne haïtien, le Rancière qui aurait plus de prix à mes yeux, c'est le Rancière du maître ignorant. Oui. Ouais. Il dit quoi, le Rancière du maître? Dans le sens que c'est un Rancière qui essaie de montrer qu'il y a une crise dans l'hégémonie comme posture qui peut être celle de Samy ou de n'importe quelle autre personne. Et dès que s'opère la rencontre entre l'individu qui prétend savoir, l'enseignant, et celui qui ne sait rien, soit l'élève.
et qui va apprendre de ce soi-disant enseignant. Il remet en question cette relation et montre que l'enjeu là, qui est la transmission du savoir, fait problème selon que l'on a affaire à une affaire d'institution. Qui est savant? C'est celui qui est reconnu comme tel dans une institution. Pour ce qui nous concerne précisément, je dis que c'est un certain ancien parce que, après tout, Samy, nous sommes haïtiens. J'ai beaucoup parlé de colonialité, c'est quelque chose qui me parle. Comment pouvons-nous nous approprier les connaissances qui sont validées, qui sont institutionnalisées en Occident? Pour nous autres, damnés de la terre, pour nous autres dominés, pour nous autres qui avons fait la geste du 804, sans être dans un folklorisme de bas étage, c'est une question de grande importance. Comment nous approprier les intellectuels étrangers? C'est quoi notre rapport à la connaissance? Comment faire peuple haïtien? Sommes-nous capables de continuer à rabâcher des citations d'auteurs étrangers dans nos salles de classe, à nos élèves haïtiens, dans nos universités? Je pense qu'aujourd'hui, heureusement, il y a des chercheurs haïtiens à la fois en Haïti et à l'étranger, d'autres chercheurs de l'Amérique latine ou ailleurs qui essaient de travailler dans ce sens-là et pour maintenir pour nous donner des outils évidemment, d'aborder cette... Pour maintenir un seul exemple, je prendrai celui qui a fait La dignité ou la mort, une éthique politique de Norman Ajari. Je prendrai quelqu'un comme lui. Je prendrai celui qui a fait un livre aux États-Unis qui marche très bien. Je crois que ça s'appelle I'm Not a Man, quelque chose de ce genre, mais sur l'identité des hommes noirs aux États-Unis. Le titre pourra me revenir dans un instant. Mais je pense que ce sont des littératures, en tout cas des manières de penser, de voir les choses qui devraient pouvoir nous faire sens pour nous aujourd'hui. J'évoquais tantôt, Ralph Jean-Baptiste, la situation d'un blocage à la fois politique, un blocage économique. On l'a dit au tout début de l'émission, nous vivons un temps de loup atteint de rage, et les temps sont difficiles. Il y a, en même temps, des individus, des groupes, qu'on appelle de temps en temps des opposants, ou encore des militants, ou encore des groupes, des regroupements de la société civile qui sont en train de faire passer des revendications. Est-ce qu'il y aurait, et vu le manque, le peu de résultats qu'il y a et le nombre de luttes qu'on a menées pendant ces derniers temps, est-ce qu'il y aurait une crise dans la pédagogie des luttes en Haïti? Oh, c'est peut-être trop fort cette affaire de pédagogie. Je dirais simplement qu'il faut se demander quand est-ce qu'il y a lutte. Lutte pour qui et au nom de qui? À quel moment y a-t-il lutte? Pour qui y a-t-il lutte? Lutte pour faire quoi? Lutte pour changer ce pays, pour faire que finalement ce pays arrive à faire sens. Lutte pour que désormais les gens ne soient plus regardés sur la base de leur couleur. On peut commencer par Petro-Caribé. Lutte pour que désormais il n'y a plus jeunes c'est et une jeunes. Bataille. Lutte pour que par exemple désormais il y ait plus jeunes et jeunes à Port-au-Prince ou même plus globalement. Lutte pour que désormais il y ait plus de différence entre jeunes de Port-au-Prince et jeunes de Mole-Saint-Nicolas par exemple, de la Gonave. De quelle lutte s'agit-il? Lutte pour permettre, selon ce que dirait Michel Hector, à une certaine oligarchie de continuer à reprendre la main autrement, en faisant semblant que 6-7 juillet, c'était le peuple qui était dans les rues. Tu n'étais pas le peuple? Quelle idée? Mais tout le monde le sait maintenant, qui s'intéresse aux actualités. Ce sont les acteurs dont on nous dit être du système qui ont fait le coup, Samy. Ce n'est pas le peuple. Le peuple est utilisé, les chauffeurs de taxi-moto, les gars. Aujourd'hui, Samy, il faut s'intéresser à cette question. Vous avez ce que j'appelle la figure émeutière. Elle est active de plus en plus en Haïti. Vous avez des gars qui sont spécialisés dans des compétences, qui s'offrent des compétences dans la possibilité de rendre possible les manifestations, de rendre possible des situations de crise, de panique. Ce sont des manifestants professionnels. Évidemment. Tu vois, donc vous avez aujourd'hui un peu partout... Donc ce ne sont pas des gens qui revendiquent au nom d'une idéologie, d'un idéal, qui croient vraiment... C'est le peuple qui est pris en otage. C'est le peuple. Que demande le peuple? Que pourrait demander le peuple? De vivre, Samy, d'avoir un minimum de bien-être, de pouvoir faire des projections sur ce que seront
ses enfants dans 5 ans ou 10 ans parce qu'ils auront suivi le parcours traditionnel, le parcours dont on nous dit qu'il est le parcours normal. Donc, de quel peuple s'agit-il? Petit De carré, quelle petit lutte, machine, pardon? petit madame, petit petite. Évidemment, de quel peuple s'agit-il? Et, pardon, de quelle lutte s'agit-il? Il n'y a pas de lutte en ce moment. Il y a l'idée de la lutte, il y a des volontés, il y a des velléités, il y a des gens qui sont sincères, il y a des gens qui descendent dans les rues. Et vous dites quoi à propos de Petro-Caribé? Il y a eu des Petro-Challengers, il y a eu une bataille pour la reddition de comptes dans ce pays. Je pense que, dans une certaine mesure, ça a été quelque chose de très important, mais de très émotionnel surtout, et notamment les acteurs qui ont été à l'origine de cette affaire, il faudrait leur demander quel est leur rapport à Haïti. À quel moment Haïti est-il devenu un espace qui peut leur parler? Comment se situe-t-il dans l'histoire des luttes pour que le pays change? Aujourd'hui, les jeunes sont de moins en moins patriotes, Samy. Je te l'ai dit une fois à notre dernière émission, à l'entretien. Comment ces jeunes-là ont-ils découvert ce pays? L'affaire Petro-Caribé, c'est l'affaire des politiciens haïtiens. Ce n'est pas une affaire qui concerne le peuple s'en fout. À un moment donné, les jeunes qui sont une démographie grandissante se rendent compte qu'ils sont en train de mourir dans ce pays, qu'ils sont en train de crever, qu'ils font face à des difficultés. Mais les jeunes sont surtout sur les réseaux sociaux. Les jeunes autant ils peuvent être par moments mobilisés sur ce que vit Haïti, autant ils sont très éloignés des réflexions sur les vraies contradictions de ce pays. La lutte serait le temps d'un tweet, Moi, j'entends le temps d'un post, et puis là on dépose le téléphone, Samy, et puis on s'en va régler nos affaires quotidiennes. On est dans le one man et dans le one woman show. Le plus grand jeune militant ou la plus grande jeune militante aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est dans du spectacle en Haïti. Ce n'est pas un jeune qui se donne la peine de réfléchir à ce que ce pays a été, ce qu'il est. On peut se tromper, on peut essayer en même temps de proposer des solutions. Quand vous dites ça, on vous fait passer pour des intellos. On vous critique parce que vous êtes dans une posture intellectuelle et qu'on ferait mieux aujourd'hui, au vu de ce que nous vivons, de descendre dans les rues. Sauf que, malheureusement, les jeunes, c'est aussi les études. Les jeunes, c'est aussi la lecture. Les jeunes, comme le montre Vincent Cespedes dans son livre qui s'appelle « Oser la jeunesse ». Donc, les jeunes, oser donc la jeunesse, c'est s'interroger sur ce que nous vivons aussi. Comprendre, essayer de comprendre, éviter d'être manipulé par des acteurs. Donc, pour moi, ça ne pouvait aller... Avoir l'esprit critique, Avoir vif. l'esprit critique, tout en étant respectueux, en essayant d'être honnête, en essayant d'avoir des positions que l'on peut défendre. C'est ça, mais où sont ces jeunes Haïtiens? Les jeunes Haïtiens de 46, entre guillemets, quelle filiation peut-on faire exister entre les jeunes de 46, même s'ils ont été assez angélisés, et les jeunes d'aujourd'hui, qui militent soi-disant? Au nom de quoi? Auprès de quel leader ils militent? Vous entendez qu'un jeune milite contre le système, aucun pont. Tel jeune vous dit qu'il milite contre le système, il est avec un acteur politique traditionnel du système. Oui, il y en a même qui... Alors que les jeunes pourraient, dans la conjoncture qui est la nôtre, intéresser au plus haut point aux contradictions de la société haïtienne, pourraient essayer de proposer quelque chose. Il y en a même qui se disent contre le président de la République parce que c'est un corrompu, parce que c'est un tueur, parce que, mais qui se font financer par ces ambassades-là ou ces organisations-là même qui supportent ce même président de la République. On l'a bien vu avec le mouvement des Petro-Challengers. Il y a des Petro-Challengers qui partent, il y a des Petro-Challengers maintenant qui ont un autre statut, qui gagnent mieux leur vie, qui ont plus d'aspirations, qui voient mieux leur avenir se dessiner devant eux. Il y a d'autres Petro-Challengers qui sont dans la merde parce qu'ils ont voulu le devenir. Il y a des Petro-Challengers qui sont des laissés pour compte, qui ne sont pas mobilisés dans les rencontres avec des acteurs internationaux importants. C'est de ce pays que nous parlons. Qui peut nous mentir sur ça, Samy? Pourquoi s'est-on suffisamment intéressé à ce pays? Pour qu'on accepte que des gens nous mentent et qu'ils nous disent qu'il n'y a pas des inégalités dans ce qui se fait aujourd'hui, même chez les gens dont on nous dit qu'ils sont progressistes. Progressistes en quoi? Ce sont des hypocrites. Il n'y a pas d'autre mot.
Ralph, en même temps, se dessine, et quand on regarde, et toi et moi, nous pouvons en dire long, sur cet aspect où on a l'impression qu'il y a une autre dictature, alors qu'on dénonce la dictature, notamment la dictature qu'il s'imagine que Jovenel Moïse est en train d'être installé dans le pays. Ils sont en train d'installer, par la même occasion, une autre dictature, une dictature de l'intolérance, une dictature de la parole, où on est pratiquement réduit à être pour ou contre dans ce pays. On ne peut pas avoir de nuances. Or, on dit souvent que le diable se trouve dans les détails. Oui, c'est ce qu'on appelle, on pourrait appeler le dualisme de l'opinion dans l'espace public aujourd'hui. Soit on est pour PHTK, soit on est anti-PHTK. Entre-temps, les vrais problèmes continuent à se poser. Je ne vois pas comment, honnêtement, on pourrait dire de Jovenel Moïse qu'il est un dictateur, à moins que l'on me montre qu'il y a de nouveaux contenus, de nouvelles extensions que l'on peut mettre dans ce concept de dictature. Dans le cas de Jovenel Moïse, je pense qu'il nous faut réfléchir plus sérieusement à ce qu'il est, ce qu'il représente comme figure, ce dont il est le portrait, à qui s'adresse le président. Et là, je pense que autant les gens ordinaires, entre guillemets, que les spécialistes ont du travail. Il faut qu'ils sachent ce qu'est Jovenel Moïse. Est-ce un homme par moment assez sincère? Est-ce que c'est un homme qui a tout faux? Est-il vraiment d'un en dehors? Il a beaucoup surfé sur cette idée. Doris Mohan l'a beaucoup critiqué. Ce qu'il appelle l'épistémologie dualiste en Haïti, le pays en dehors, les créoles et les bossales que nous a inspiré Gérard Barthélemy. En fait, c'est quoi Jovenel Moïse? Est-ce que Jovenel Moïse est un représentant? J'aime cette question. C'est quoi Jovenel Moïse? Oui, de quoi alors, c'est une nom? façon de l'objectiver. Ah, évidemment, de quoi est-il le nom? C'est-à-dire de le mettre comme objet d'étude. Est-ce que c'est un représentant? Parce que déjà, on sait qui il est. Bien sûr, un représentant par moment très visible, très officiel, par moment assez ténébreux des oligarchies haïtiennes. Est-ce un homme chez qui, à un moment donné, s'est posé une question? Et les pauvres noirs, très caricatural, dont les pères sont en Afrique, est-ce un nègre endéo, Jovenel Moïse? Est-ce un homme pour peuple? Est-ce un homme qui prend fait et cause pour le fait que, en même temps que je dirige et que je m'attache au pouvoir, le peuple est en train de mourir? Est-ce un homme qui se dit que je préfère que le pouvoir aille aux mains des gens qui sont sincères sur la question haïtienne plutôt qu'il n'aille entre les mains des hommes de l'opposition, des bluffeurs comme moi, et des acteurs patentés qui ont plein d'associations dans leur poche dès que se met en branle l'idée d'un accord et pour sortir le pays de ce dilemme, comme on l'a vu par exemple à Mariotte. En fait, il faut bien, sans passion, avec sérieux et honnêteté, se poser la question de savoir si Jovenel est un président haïtien, s'il n'est pas un président transnational, s'il n'est pas un président qui s'inscrit dans une dynamique qui a commencé à exister en Haïti à partir de 1915. Comment diriger Haïti en se présentant comme un Haïtien tout en n'étant pas un. C'est-à-dire servant les intérêts de notre pays. Avoir des offshore, comment avoir des hôtels ou des maisons de luxe à l'étranger quand on dirige Haïti, comment faire en sorte que le peuple haïtien ne soit pas contenu dans ce seul espace, les 27 700 km², mais que le peuple haïtien soit aussi l'affaire de blancs que l'on rencontre pour négocier sur tel projet, pour que tel groupe d'hommes au pouvoir puisse empocher de l'argent. Dès lors, la question orale, Jean-Baptiste, c'est comment s'indigner véritablement en Haïti? C'est ça la question, Samy. Je le crois fermement, en réalité. Je pense que personne ne peut avoir le monopole de la réponse à cette question. Il faudrait qu'il y ait énormément de gens sérieux, sans passion et égalitaire ni inégalitaire, c'est un mot très à la mode, qui puissent sérieusement réfléchir sur ce qu'est Haïti aujourd'hui, comment
comment faire que la mayonnaise prenne, comment trouver la solution, comment trouver en tout cas les moyens, les voies et moyens qui peuvent faire que nous faisons société aujourd'hui très sérieusement, sans tomber dans des démagogies à droite comme à gauche. C'est ça pour moi fondamentalement la question. En tout cas, je voudrais mettre en perspective une idée par rapport à ça. Je crois que dans le contexte que nous vivons, il est important que nous mettions de côté les appartenances idéologiques pour nous intéresser au regard qui existe sur Haïti de l'extérieur. Et je pense que c'est l'intérêt du travail de Ricardo Settenfus et du travail de Raoul Peck aussi, admirablement. Comment on nous voit de l'extérieur? Qu'est-ce que nous pouvons négocier avec l'extérieur? Quelles sont les choses sur lesquelles nous devons rester fermes? C'est ce que Maniga appelle la mondialisation maîtrisée. Nous devons, sans être contre la droite, sans être contre la gauche, vraiment, sans tomber dans ces dualismes-là, sans passion, nous devons réfléchir à la possibilité d'offrir aux Haïtiens, aux jeunes Haïtiens, un mieux-être qui pourrait leur permettre d'aimer leur pays. Vous voyez, comme le disait Louis-Joseph Janvier, j'aime ce pays énormément et je pense que nous avons besoin d'avoir ça. Nous avons besoin que les politiciens nous laissent un petit temps entre nous, qu'ils comprennent que leur jeu est fini, comprennent les gens qui visiblement sont sincères, sont sérieux, qui peuvent se tromper, mais qui ont au moins la volonté de contribuer au changement dans ce pays, sans vacarme, sans démagogie. Ça, c'est une tâche extrêmement difficile. Oui. Serait-ce une sorte de dialogue, j'ai envie de dire, supra-idéologique, c'est-à-dire qui va au-delà des idéologies, une sorte de rencontre entre nous-mêmes dans notre le plus idiosyncrasie, dans notre haïtianité. Je pense qu'on en a besoin, Samy. Bon, tu vois, la question de l'identité, ça te colle à la peau. On n'arrive jamais à y échapper. Donc, aujourd'hui, dans le monde, Michel Pierre-Louis, je crois... Non, on n'est même plus dans l'identité, on est dans l'étiquetage. En plus, en 2000, je crois, si je ne me trompe pas, elle avait présenté une conférence à l'Institut français qui m'a beaucoup marqué. Que pourrons-nous devenir à l'aube du XXIe siècle? Je crois que c'est une question qui est très pertinente. Qu'est-ce qu'Haïti? Est-ce un pays de crise? Un pays à problème dans le sens de Doris Mont? Vivons-nous une énigme? Un pays singulier sommes-nous un pays énigmatique? Pour parler comme évidemment, Michel Wolf-Trouillot. Sommes-nous un pays énigmatique? Sommes-nous dans une pathologie de la démocratie? J'ai lu récemment un article paru dans les colonnes du Nouvelliste à ce sujet. Sommes-nous un pays qui ne peut pas s'adapter aux exigences de la modernité, dans le sens que nous serions un pays spécifique, ou au contraire un pays comme tout pays qui peut s'ouvrir à cela, comme l'a interrogé Michel Wolf-Trouillot. Quel pays sommes-nous? Qu'est-ce que nous sommes? Aujourd'hui, la réalité, pour finir, Samy, que nous vivons aujourd'hui, où il y a les gangs dans les villages de Dieu, si vous voulez, pour reprendre Émilie Prophète, la réalité que nous vivons qui fait que, par exemple, les gens des classes moyennes ont tendance à s'installer de plus en plus aujourd'hui en République dominicaine. La tentation du départ, la tentation de l'exil, le vœu de voyage. Sommes-nous donc, aujourd'hui, la réalité que nous vivons, étant que nous vivons de plus en plus avec moins d'$1 par jour, un pays où une jeunesse, une fougue, un intérêt, une construction peut s'évanouir, peut s'effondrer en une minute parce qu'on vous aura tiré dessus, amis, et laisser ta fille, ta femme, et ton fils et tout, même sans sépulture, mort, et de ton état. Étant donné cette réalité que nous vivons, quel concept, quelle construction idéologique si nécessaire, quelle modalité, quelle voie et moyen envisager sans passion pour aborder ce que nous sommes aujourd'hui et pour essayer de voir déjà, parce que la question elle ne sera qu'haïtienne, comment nous pouvons résoudre, en tout cas, comment nous pouvons repousser jusqu'à ses frontières, jusqu'à ses limites, ce mal
Quand on regarde, par exemple, comme vous citiez tantôt, les noms de ces zones qui sont devenues des zones de non-droit, en fait, et qui l'ont toujours été, parce que les droits fondamentaux n'ont jamais été respectés dans ces zones-là. Ils n'ont jamais pu avoir accès au logement, à l'éducation, à la santé, etc. Donc, ça a toujours été des zones de non-droit. Maintenant, dans leur sens à eux, que sont devenues ces zones-là, quand on regarde leurs noms, les villages de Dieu, Canaan, Cité Soleil, on a l'impression que on est pratiquement, on est en train de vivre dans une des spirales de Franck Etienne, où il y a une espèce d'autodérision dans notre réalité. C'est-à-dire que si quelqu'un qui ne connaît pas du tout en Haïti, il vient en Haïti, on lui fait une liste des noms des zones, il aurait aimé sans doute se diriger pour en premier lieu au village de Dieu, aux Cités Soleil, ou encore à Canaan. Ce sont des lieux qu'on espère vivre éternellement. Évidemment, mais ce qu'il faut voir, c'est les noms sont fonction aussi du regard que les institutions, que l'État notamment, portent sur les gens. Imaginez simplement qu'on penserait à appeler une rue de Pétionville, où la plupart des rues d'ailleurs portent des noms de mulâtres, village de Dieu. C'est qui ces gens-là? Ce sont des identités meurtrières. Donc on peut appeler les endroits où ils habitent, où ils sont entassés, ça, mais village de Dieu, Grand Ravine, tout ce que vous voulez. C'est la canaille. Tibois. Sauf que c'est la démographie autrement pensée, autrement contenue par les démographes étatiques. C'est une démographie qui ne peut plus être contenue dans l'espace qui lui était destiné. Parce que cette démographie descend maintenant dans les rues, se transforme en gang. Cette démographie crée la panique quand ça l'intéresse. Et c'est une démographie aujourd'hui qui fait la loi. Donc, ces gens que l'on prenait pour des moins que rien, en tout cas, des gens qui ne sont pas plus importants que ça, qu'un gars normal des classes moyennes ou qu'une fille normale des classes moyennes haïtiennes ou des élites traditionnelles haïtiennes, et ces gens sont en train d'armer le pion aux acteurs qui ont toujours fait le jeu aujourd'hui dans ce pays. Donc, d'où viennent-ils, Samy, ces gens-là? Proviennent-ils du pays en dehors? Qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre comme réalité? Sont-ils en train de vivre un enfer? Et comment sont-ils en train de s'arranger pour vivre en haïtien? Je pense que ce sont là des questions importantes qu'il faut bien se poser. Il n'y a rien de plus matériel dans la vie des humains que l'air, c'est-à-dire la matérialité de l'air du temps, non seulement ensemble de contraintes violentes que nous subissons, dont nous formulons la critique et la riposte immédiate, mêlant indignation sociale et colère populaire comme réponse à l'urgence de l'étouffement, mais aussi succession d'inspirations et d'expirations qui fournissent une réserve d'air permettant d'envisager de nouvelles pratiques concrètes, actes et comportements et de relations inédites. Serions-nous, ou aurions-nous de préférence, Carl Jean-Baptiste, une sorte de réserve d'air par rapport au temps que nous vivons? Je pense que le temps que nous vivons, c'est celui de l'étouffement. On a assez dit de nous, notamment depuis 12 janvier, que nous sommes un peuple chez qui existe parfaitement la résilience. Faussement, je pense que nous en avons suffisamment, ça a mis encore, de souffle pour tenter, même dans des difficultés que nous rencontrons dans les chemins que nous voyons, que nous empruntons, nous avons encore, puisqu'il s'agit d'êtres humains, puisqu'il est toujours possible de voir l'horizon, je pense qu'il y a moyen de changer les choses en Haïti. Nous avons pour cela besoin de, comme disait Maniga, de sincériser la politique en Haïti. Nous avons besoin que les acteurs ne soient plus dans l'invective, ne soient plus dans une dynamique dualiste anti ou pour PHTK. Nous avons besoin sereinement d'inviter tout le monde
pour mettre le doigt sur ce que nous vivons en termes d'identification, essayer de voir ce que nous pouvons proposer comme solution. Nous avons par exemple besoin de réfléchir, Samy, un exemple très rapide, sur la question de savoir si nous devons choisir la Chine ou Taïwan. C'est des questions qui peuvent parler au peuple haïtien. Nous pouvons être invités à réfléchir sur ça. Nous avons besoin que les Haïtiens soient éduqués. C'est une vraie question. Que les gens aillent à l'école. Parce que c'est quand même, Samy, des sauvés des eaux que nous sommes aujourd'hui. Qu'il y ait d'abord une école républicaine, c'est-à-dire une seule et même école pour tout le monde. Évidemment. Et au même coût, en plus. C'est de ce pays que nous parlons. Tu vois, ce pays qui est le nôtre, c'est rien d'autre que ça. Nous avons besoin que les gens existent dans leur dignité, dans leur humanité dans ce pays. Ralph Jean-Baptiste, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On n'a pas vu passer le temps, tant le débat était intéressant. En effet. Je sais déjà les critiques, on va dire que nous n'avons pas pu atterrir. Je ne sais pas si toi tu as été satisfait. C'est une exigence muséologique en Haïti. On demande souvent que on parle pour que le peuple comprenne. Oui. Mais le peuple veut que l'on parle dans une langue qu'il a l'impression de ne pas comprendre, mais dont il saisit un enjeu fondamental. Selon la langue dans laquelle on parle, on est un certain individu en Haïti. D'accord. Merci Ralph Jean-Baptiste, merci d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que Ralph Jean-Baptiste est philosophe de formation, juriste, coordonnateur de l'association culturelle Café Philo et également présentateur à Radio-Télé Espace de l'émission En Direct. Merci Ralph. Merci Samy. Ici, mesdames, messieurs, pour enfin l'invité du midi. On se donne rendez-vous demain pour une autre édition toujours aussi intéressante. Bye bye.